Par ailleurs, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce mécanisme, mais on peut tout à fait croire en l'existence de l'effet de serre et de son origine anthropique, sans être capable de connaître ce mécanisme. En fait, c'est deux choses un peu différentes. J'ai l'impression que dans la vulgarisation, c'est intéressant de... Comment dire, parfois, j'ai peur que la vulgarisation, dans certains cas, crée des espèces de faux experts, des sortes de demi-habits qui ont l'impression d'avoir à moitié compris un truc, et qui, parce qu'ils ont à moitié compris un truc, sont capables de rivaliser avec les gens pour qui cette expertise, c'est 20 ans de leur vie. Et voilà, enfin bref, c'est peut-être pas très cuit dans ma tête, ce genre de réflexion, il faudrait que je développe ce truc. Mais c'est un truc auquel je suis régulièrement confronté. C'est vrai que j'ai l'impression parfois qu'il y a de la vulgarisation qui tend à simplifier tellement le truc, et surtout à donner la fausse idée que c'est la question de savoir, typiquement, je pense ce sujet-là parce que c'est relatif, enfin, c'est extrêmement important, la question de savoir si le réchauffement climatique est d'origine anthropique, typiquement, ça serait une question qui serait accessible à la compréhension d'une seule personne tout seul, qui juste regarderait les données et les études, qui pourrait arriver à la conclusion, oui, bah, moi je pense que ça marche. Non, c'est pas possible, c'est vraiment une connaissance qui a été construite par le travail d'une communauté de chercheurs immense et qui relève de plein d'expertises différentes. Et donc voilà, ça me paraît important, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas vulgariser ces questions-là. Au contraire, c'est très intéressant de vulgariser, mais il faut bien comprendre que la vulgarisation, elle est juste là pour essayer de mieux comprendre ces mécanismes. Et la question de savoir s'ils existent ou pas, en fait, elle n'est pas tranchée par le fait que vous le compreniez, vous personnellement. On s'en fout, en fait. Voilà. Ça me pose quand même une question que peut-être on se pose tous, c'est comment on sait ce que pense le consensus scientifique ou la communauté des experts? Comment est-ce qu'on trouve leur avis? Donc il y a les vulgarisateurs qui sont censés faire ce travail, mais on n'est pas sûr qu'ils le font. Et donc, comment on sait? C'est une très bonne question. Typiquement, sur la question du climat, c'est formidable. Il y a quelque chose qui existe, qui est vraiment fait pour ça, c'est le GIEC. Mais comment on sait que le GIEC est digne de confiance? Alors, on peut faire de la régression épistémique. Comment vous savez, comme ça on arrivera au point où tout ce que vous pourrez dire, c'est... Comment est-ce que au bout d'un moment, vous arriverez au point où vous direz, en fait, je fais confiance, je sais pas, à ma mémoire, par exemple. On peut poser, vous prenez n'importe quelle question, au bout d'un moment, vous arrivez, comment vous savez que ceci? Je le sais parce que je l'ai lu. Mais comment vous savez que vous l'avez lu? Je le sais parce que je me souviens l'avoir lu. Et comment vous savez que vous vous souvenez l'avoir lu? Juste parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir ce souvenir-là. Comment vous savez que vous avez l'impression d'avoir ce souvenir-là? Je sais pas, c'est une expérience évidente. Donc on ne va pas rentrer dans cette régression épistémique. Oui, on peut... en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il y a un réchauffement climatique, il ne faut pas du tout répondre à des questions techniques sur le réchauffement climatique. En tant que personne extérieure, il faut vraiment se poser des questions de sociologie des sciences, du type c'est quoi le GIEC, comment est-ce qu'il travaille, pourquoi est-ce qu'on peut lui faire confiance, etc. Donc ce n'est pas du tout des questions qui sont relatives en fait, au climat, c'est vraiment juste des questions de fonctionnement d'une communauté de chercheurs. Donc c'est vraiment une question de sociologie des sciences en fait. Et ça n'existe pas dans tous les domaines. Alors, en philosophie, il y a un truc formidable, il y a quelque chose, il y a une encyclopédie, je pense que dans toutes les sciences, dans tous les domaines, ça devrait exister ce truc-là. C'est vraiment une encyclopédie qui fait la synthèse de l'état des débats sur plein de questions. Il y a des tas d'articles sur tous les sujets. C'est formidable parce que quand on cherche une présentation de l'état du débat vraiment poussée à un niveau universitaire, c'est un outil pour les universitaires. C'est pas très agréable à lire par ailleurs, mais ça présente vraiment l'ensemble du truc. C'est très facile de se repérer dans la littérature à partir de ça. Ça n'existe pas dans tous les domaines. Par exemple, en médecine, il y a les revues Cochrane, je sais pas comment on dit, qui sont très utiles, qui font la synthèse sur des questions, etc. Donc, souvent, les institutions, il y a des institutions qui produisent ça. Alors, ça dépend après des domaines. Et c'est très important. Je pense que l'existence de telles institutions devrait être... le but d'une communauté de chercheurs serait d'arriver à produire ce genre de choses, parce que finalement, c'est ça qui permet de faire le lien avec le reste de la société, finalement. Parce que quand vous n'êtes pas chercheur, effectivement, il y a des domaines dans lesquels ça peut être très difficile de savoir quel est le consensus, quel est l'état du débat sur cette question dans la recherche. C'est vraiment pas une question qui est triviale dans plein de situations. Oui, alors pour aller dans ce sens-là, ce que je peux ajouter, c'est que maintenant dans la recherche, on a pas mal d'incitations à faire de la médiation, on va dire, peut-être pas, ou la vulgarisation scientifique, ça dépend comment on l'appelle, mais effectivement d'aller parler dans les médias, ici, la fête de la science, c'est ça l'idée, et d'être présent dans les débats publics aussi, pour justement
que cette question-là de comment on sait l'état du débat. Et justement, l'idée, c'est que même les chercheurs eux-mêmes, alors c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas cette formation-là au départ, mais de plus en plus dans les formations des jeunes chercheurs, c'est inclus maintenant la formation à la vulgarisation scientifique. Et ça compte aussi dans les carrières de participer à ce genre d'événements pour justement éviter que ça soit que quelques personnes qui fassent le relais avec tous les biais que ça peut avoir, d'avoir alors soit les demi-experts, soit même les experts, mais qui finalement deviennent l'expert international pour toutes les questions. Comme on voit dans les médias, c'est le risque qu'on prend les mêmes personnes, que ce soit pour la philosophie, la psychologie, c'est toujours les mêmes personnes, quel que soit le thème. Et personne ne peut être expert de tous les thèmes dans sa discipline. Sauf si la personne, effectivement, a le temps de préparer, de faire quelque chose. Mais en général, les gens s'expriment comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est d'amener les chercheurs aussi à participer davantage, à parler de leur propre champ de recherche. Merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'il y ait des questions du public. Non. Non, je pense qu'on va... Bonjour et merci pour votre présentation. Alors moi j'ai peut-être une question bête, elle est dans le prolongement de ce que vous venez juste de dire. C'est par rapport à trouver l'information. Quand on est comme moi, si on ne connaît pas grand-chose à une question, je suis devant mon PC, comment je tape quoi en fait pour accéder à l'information? Vous dites que les chercheurs sont incités à mieux communiquer, à partager leurs résultats de recherche. Mais en fait, on ne nous apprend pas vraiment la méthodologie quand on est chez soi. Par exemple, je veux savoir si le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Je n'y connais rien. Je ne comprends pas l'effet de serre, par exemple. Qu'est-ce que je tape pour commencer tout bêtement? Comment je m'y prends? La méthodologie que moi, je dois adopter pour aller à la bonne information. Thibaut Giraud, c'est vous qui avez pris l'exemple. En vrai, Wikipédia anglais est souvent une bonne porte d'entrée pour se faire une première idée, si l'article est de bonne qualité, ou même Wikipédia français. Si vous lisez anglais, Wikipédia anglais, c'est beaucoup mieux. Mais et à partir de là, voilà, je pense que typiquement, si vous n'avez jamais entendu parler du GIEC, par exemple, vous allez sur Wikipédia anglais sur la question du réchauffement climatique, vous devrez assez vite tomber sur ça. Et voilà. C'est une très bonne porte d'entrée, très souvent. Sinon, les avis des agences scientifiques, des instituts sont souvent aussi source de... Mais après, ça dépend du type de questions. Il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de telle chose, mais sinon, à la base, regardez un peu les sources des articles de Wikipédia anglais sur la question. C'est souvent la meilleure façon de commencer. C'est une excellente encyclopédie. Pas hésiter. Alors c'est drôle parce que j'allais répondre effectivement la même chose. Alors effectivement, les pages en français sont un petit peu moins développées, tout simplement parce qu'en fait, voilà, dans le langage de la communauté scientifique, c'est l'anglais. Et donc, quand on écrit, quel que soit le pays où on est, si on veut que ce soit lu par d'autres personnes que son propre pays, on écrit plutôt en anglais. Et donc, en fait, ça aussi, ça assure un peu plus d'épaisseur, on va dire, à cette encyclopédie, mais c'est un excellent début pour un sujet. Et en fait, donc moi je fais aussi des cours de recherche d'information, et une des choses qui est importante pour la recherche d'information, c'est justement d'essayer de ce qu'on appelle croiser les sources. C'est-à-dire, donc là, on peut partir sur Wikipédia qui est normalement mise à jour. Et puis, il y a quand même tout un comité de lecture, on croit, comme ça, mais c'est extrêmement bien organisé. Mais si on veut rechercher aussi, peut-être on a lu d'autres choses et on aimerait aussi savoir plusieurs points de vue dessus. Le danger, c'est de prendre un seul point de vue sur un sujet. Et c'est bien d'aller voir d'autres points de vue sur le même sujet. Parce qu'en ayant plusieurs points de vue, ça permet de construire une compréhension de la situation, non seulement de ce qui est dit, mais justement parce que quand vous parliez de consensus dans les domaines scientifiques, mais puis avoir aussi des questions politiques. Et à ce moment-là, c'est pas forcément la communauté scientifique qui va, prenons des questions, enfin tout ce qui est engrais, etc. Donc il y a des connaissances scientifiques, mais il y a aussi après
des choix politiques, des choix économiques. Et là, à ce moment-là, on peut aller voir aussi plusieurs points de vue. Ça nous permet aussi de comprendre, en fait, finalement, quelles sont les différentes opinions sur une même question. Et d'arriver à appréhender différents points de vue sur une même question, c'est là qu'on arrive à effectivement une certaine épaisseur intellectuelle, on va dire, sur un sujet, si on a vraiment besoin d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Il y a des pages de discussion sur Wikipédia. Les gens ne le savent pas. J'ai failli le dire, mais je n'ai pas vrai, dit. Mais... Vous avez toujours sur l'onglet deux trucs, la page article, la page discussion. Donc, c'est sur. Alors, une excellente manière de voir ce qu'est la page discussion, c'est d'aller voir Pluton. Pluton, qui n'est plus une planète depuis un bon nombre d'années, hein, donc dans les 10 planètes, et donc non, il n'y en a plus que 9, et Pluton a été rétrogradé à... il y avait 9, il n'y en a plus que 8. Comment Il n'y en a plus que 8. Il n'y en a plus que 8, il y en avait 9, et oui, peut-être alors. Me voici tout mouillé. J'ai un petit truc mental pour me rappeler. Me voici tout mouillé, j'ai sauvé un nageur. Donc il faut compter. Me voici tout mouillé, j'ai sauvé un nageur. Ça fait Mars, ça fait Mercure, Vénus, etc. Mais je vous laisse. Voilà. Et c'était j'ai sauvé un nageur paniqué. Et donc c'est plus le nageur paniqué parce que le paniqué c'était Pluton. Et donc en fait, si on veut savoir pourquoi Pluton n'est plus une planète, on peut regarder la page discussion sur Pluton dans Wikipédia, où on voit les gens qui se argumentent entre eux en disant oui, mais quand même, et donc c'est très voilà, on peut voir en fait le dialogue scientifique qui se construit. Il doit y avoir aussi souvent dans les articles publiés, il y a aussi un onglet controverse. C'est souvent une source. Enfin, quand il y en a un, c'est souvent un bon endroit où parce que s'il y a une controverse, ça fait partie généralement de l'article. Souvent, ils sont bien construits, en tout cas dans Wikipédia anglais. Voilà. Et le côté croiser les sources, j'ai beaucoup d'expérience parce que j'aime beaucoup chercher des trucs du genre quand quelqu'un parle d'un truc d'Aristote qu'aurait dit Aristote, très souvent j'aime chercher la source, de trouver vraiment le passage où Aristote l'aurait dit, parce que il y a énormément de trucs qui sont prêtés à Aristote qui sont faux. Et il y a un truc génial, c'est que en fait croiser les sources ça sert à rien dans ce genre de truc, parce que il y a les mêmes bêtises qui sont répétées régulièrement par différentes sources qui se citent les unes les autres sans le dire. Donc on peut très facilement avoir l'impression que Aristote a dit ceci, parce que tu vas trouver une dizaine d'articles indépendants, visiblement indépendants, qui disent la même chose. Alors que c'est faux en fait. Typiquement, par exemple, pour une citation, chercher la source dans le texte dont c'est supposé sortir. Une citation qui n'est pas assortie d'une référence avec un livre bien précis, il faut prendre ça avec des pincettes, surtout quand c'est attribué à Aristote. Et donc, ça peut être autre chose, effectivement, quand on prête un propos à quelqu'un, il doit y avoir une trace dans un livre, dans un discours, un truc comme ça, qu'on doit pouvoir retrouver la source primaire. Alors, parfois, ça peut être caché derrière dans des bibliothèques ou derrière des paywalls ou autres, ça peut être difficile, mais c'est un bon réflexe globalement. Une citation... Normalement, c'est avec une référence bien précise et si on veut vraiment bien faire son travail, essayer d'aller la retrouver pour s'assurer qu'elle existe, parce que ce n'est pas forcément le cas. Avant de passer le micro à quelqu'un, ça me paraît être le bon moment pour prolonger la question de Delphine et la réponse de Mireille, peut-être de parler du MOOC que tu as fait avec ton collègue Emmanuel Sander à l'Université de Genève sur l'esprit critique. Donc peut-être définir ce qu'est un MOOC pour les personnes qui ne connaissent pas, et puis parler de ce qui existe maintenant et que je ne peux que vous conseiller de consulter pour avoir une vraie formation sur tout ça. Mais je vais laisser Mireille en parler. Oui, alors effectivement, avec mon collègue Emmanuel Sander, aussi professeur à l'Université de Genève, on a développé... Alors un MOOC, c'est Massive Open Online Course, en gros un cours en ligne qui est distribué par la plateforme Coursera. Et dans ce MOOC, on s'intéresse, il s'appelle l'esprit critique à l'ère informationnelle. Et donc l'idée, c'est de se dire, on est face à de nombreuses informations, donc tout le temps, hein, par différentes sources, des médias, des réseaux sociaux, des personnes qui nous disent des choses. Et donc l'idée, c'est de dire comment faire justement. C'est pour ça que c'est vrai que c'est en lien, hein, c'est comment faire, on a plein de sources. Et c'est pas parce que c'est répété 15 fois que ça va être vrai, hein, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, dans ce